Et salut à tous et bienvenue pour cette petite rétrospective donc sur le Hobbit, la trilogie du Hobbit dont on va parler en plusieurs étapes. Salut Jordan. Salut Julien, salut à tous. Et donc pour commencer, on parlera bien évidemment du premier épisode, hein. Donc le Hobbit, un voyage inattendu, en anglais un Unexpected Journey, qui est sorti en 2012, qui dure approximativement 2h49 en version cinéma et 3h06 en version longue sur les Blu-ray. On reviendra sur la production après, mais là en l'occurrence il est réalisé et scénarisé, donc réalisé par Peter Jackson et scénarisé par Peter Jackson, Fran Walsh et Philippa Boyens, donc toute l'équipe qu'il y a à chaque fois sur les films de Jackson, y compris King Kong, Oui. et je sais plus sur les films d'avant si ça y était ou pas. Oui, ils ont Euh, participé à l'écriture aussi de la production qu'il a faite là, pour Universal, Mortal Engine. ah oui, Mortal Engine Bon. aussi, ouais, effectivement. On va d'abord commencer par les avis, nos avis personnels sur ce premier film, sur le plan, on va dire, scénaristique. Donc, je vais commencer si tu veux bien. Ouais, vas-y, vas-y. Moi, ce premier film, sur les trois, enfin, sur l'ensemble de la trilogie, on va dire que c'est celui que je préfère parce que bien non pas parce que il rappelle fortement le Seigneur des Anneaux, Attends. il rappelle forcément, il rappelle le Seigneur des Anneaux puisque la quête de base c'est un magicien qui vient chercher un hobbit pour l'entraîner dans une quête, chose qu'il refera 60 ans plus tard dans le Seigneur des Anneaux, mais parce que il s'est rendu compte que c'est possible grâce à ce qui s'est passé dans le Hobbit. Mais forcément, du coup, cette structure, on la connaît déjà, mais c'est dans un autre contexte. Et au-delà de ça, après, sinon, le fait de se replonger dans la comté, mais en temps de paix, finalement, et puis de retrouver cet esprit un petit peu aventure, humour, des personnages hauts en couleur, euh, tout ça en fait ça m'a vraiment replongé dedans et je suis sorti du film, j'étais content, j'avais vu un divertissement avec un ton légèrement différent forcément du Seigneur des Anneaux. Il n'y avait pas le côté épique, mais il y avait le côté Quand même. magique, féerique. Il y avait un peu Ah ouais. d'épique, mais c'était plus magique, féerique, on va dire. Et sur le scénario, bon, j'ai pas lu le Hobbit, mais on sait tous que bon, apparemment, ça a été un petit peu trituré pour réussir à faire trois films. Mais Ouais. toujours est-il que le film se tient à bon, encore une fois, à une structure qui ressemble beaucoup à celle du Seigneur des Anneaux premier du nom, donc la communauté de l'anneau. Est-ce que c'est pas ça qui t'a le plus plu au final, le fait que ça ressemble au Seigneur des Anneaux? Ou que ce Non, soit ton non, c'est préféré? plus, l'ambiance, les aventures, les personnages, comment tout est introduit, les décors, les actions, les péripéties. C'est plus ça, c'est pas. Je constate que ça ressemble au Seigneur des Anneaux, mais ça me choque moins que, mettons, un Star Wars 7 qui va copier Star Wars 4. Oui, parce Là, que on va oui, là dire, c'est pas. on a une structure narrative qui Parce que ça ressemble. commence au même endroit, Voilà, effectivement, ça va voilà. chez les elfes, Mais ce là, genre de oui, c'est choses. une Oui, oui. structure narrative qui ressemble. C'est Ouais, pas un film qui copie action par action. C'est pas pareil. ouais. Après, on retrouve pas mal d'univers et choses comme ça, et se replonger dedans et tout, et commencer cette quête de cette façon-là. Non, pour moi, c'était une bonne entrée en matière. Et ouais, c'était plutôt féerique, et voilà, beaucoup d'humour et un petit côté, comme je disais souvent, avec de l'action un petit peu invraisemblable, un petit peu à la Indiana Jones. Il y a ce petit côté aventure des fois où il y a des chutes, des cascades dans tous les sens, et on se dit, bon, la vraisemblance, elle est pas forcément là, mais on y croit, on est plongé dedans. Ouais. Voilà pour globalement mon avis rapide sur ce premier film. Voilà, toi maintenant, qu'est-ce que t'en as pensé? Oh, globalement, sur beaucoup d'aspects, je suis d'accord avec ce que tu as dit. C'est-à-dire que ouais, le côté, on retrouve la comté, on retrouve Hobbitbourg, tout ça, ça rappelle forcément la communauté de l'anneau, donc forcément ça me plaît. De toute façon, la comté, c'est la vie. Et après, moi, c'est plus le côté humour trop léger qui fait que c'est celui que j'apprécie le moins, je pense, sur les trois. Je l'apprécie quand même beaucoup, mais le fait que la structure soit calquée sur le Seigneur des Anneaux, mais une version un peu plus pour enfants, on va dire, qui n'arrive pas à trouver son. Sachant que c'est un bouquin pour enfants.
Oui, Ouais, bah, j'ai oublié. mais ça n'a pas été vendu comme ça en tant que film. Au final, dès les premières bandes annonces, t'avais une menace obscure avec le nécromancien qui était présenté. T'avais une dimension Ouais, épique, du coup, c'est épique que là-dessus qu'on tu pourra pouvais. revenir dessus après, Ouais, oui. puisque du coup, ils ont eu le Ça, cul entre deux chaises ouais, sur c'est les ça. tons à aborder, oui. Et ben ce premier film, c'est celui qui je trouve a le plus de mal à s'asseoir sur la bonne chaise, quoi. Il y a le côté aventure un peu léger que toi t'aimes bien et que j'aime bien aussi, parce que ça fonctionne Mm. dans le film. Mais de l'autre côté, t'as des scènes gravitas, comme la scène où t'as Taurine, que t'aimes bien, là, c'est tout numérique, où il combat, où il arrive à couper la main d'Azog, par exemple. Où là, c'est quand même du son, du gravitas, Oui, ça il se y veut a des épique. oui. Et du coup, ça s'emboîte pas Ça se forcément mélange à pas fond. toujours bien, oui, effectivement. Les deux aspects sont bien traités, mais se marient pas forcément bien. Et du coup, c'est ce qui me fait un peu sortir du film. Oui, le côté comté. Ouais, c'est bon Oh, aussi de alors j'ai compter, faim. mais Le côté fantastique et que j'aime beaucoup. conte merveilleux. En Ouais, fait, des le fois, côté conte pour enfants, quoi. se mélange parfois un peu, ah, pour enfants, un petit peu qui a les reins solides quand même, Oui, oui. mais se mélange pas forcément toujours bien avec l'aspect épique et la trame de fond un petit peu plus sombre Ouais, parce que la trame des nains qu'ils est pas essayent de mettre joyeuse. en place. Oui. Ouais, ouais, c'est pas forcément joué. Donc oui, il y a ça. Que Mais quand après, tu regardes le ouais. film, que tu vois le début, qui est quand même assez féerique, tu as le passage chez les Gobelins, qui est super sympa, qui est drôle, il y a les chansons, comme tu dis, ils font des chutes de 150 mètres, ouais, c'est tranquille, pas de problème. Et juste après, t'as le final du film où là, c'est quand même 100% gravitas, avec des musiques épiques, des flammes au ralenti, tout le monde court au ralenti. Ouais, ils essayent de mettre de Et tout, c'est trop ouais, généreux. c'est ce qui me pose le plus de problèmes, entre guillemets, parce que je trouve que ça, quand même en termes d'épique et de visuel, super intéressant. Mais c'est ce qui me fait apprécier le moins ce film sur l'entièreté de la trilogie, quoi. Ouais. Voilà, pour un avis rapide, c'est que Euh, j'ai bien aimé, mais le côté cul entre deux chaises me perturbe un peu, globalement. ok. Après, sur l'histoire, bon, ce que Ouais, j'ai vu, l'histoire, pour un premier l'histoire. film, ça introduit suffisamment de Ouais, l'histoire mystères, est sympa, les il y a pas mal de personnages. petites choses qui se mettent en place, on découvre pas Ouais, mal d'univers, au final encore plus, on découvre les nains par exemple, oui, comme en fait, ça peut être considéré comme du bonus à ce qu'on a vu sur la trilogie de l'anneau, en fait. C'est aussi le problème, c'est que ouais, mais c'est un on te montre des prologue endroits que tu aussi. connais déjà, mais en plus grand, avec plus de richesse, plus de détails, qui n'ont pas forcément leur importance pour toutes. Mais ça permet aussi quand même malgré tout de découvrir les nains. Ah, mais, par exemple, c'est que je sais plus qui disait ça, mais pas forcément pour quelqu'un qui gravite autour du monde du Seigneur des Anneaux. Disait c'est les nains ont jamais été abordés de cette façon. Là, du coup, on découvre un peu une culture Oui, des nains. oui, C'est un plus, c'est sympa. Et puis de toute façon, ils sont au centre de l'histoire. oui. Donc, Et il y en a 13. et puis il y a aussi, oui, voilà, bon, ça, on l'abordera aussi sur bon, plus la mise en scène et la caractérisation des personnages, mais il y a quand même 13 personnages principaux, plus, bon, Gandalf, mais il existe en lui-même, il existe tout seul, plus Bilbo, ça nous fait 15 personnages principaux, à toujours tous distingués à l'écran, et le film y arrive. Oui. Et ça rajoute un petit peu, c'est-à-dire qu'on n'est jamais étouffé. Donc c'est aussi un bon point au niveau bah, de l'histoire de ce film. Donc bah, après avoir donné donc, nos avis sur nos propres avis sur ce premier film, on va pouvoir faire la transition sur ce qui va être le cœur de notre vidéo, à savoir la production en elle-même, puisqu'il faut savoir que ça devait être un diptyque, le Hobbit, puisque c'est un livre qui est relativement court, environ 300 pages, soit la moitié de la communauté de l'anneau, hein, voilà. Et ça doit être un diptyque réalisé par Guillermo del Toro Ouais. et produit par contre par Peter Jackson. Mais il voulait plus se remettre dans une telle aventure parce que ça demande des années, ça prend du temps sur sa Oui. vie, il a une famille, blablabla. On comprend. Et du coup, de nouveau, dans la vidéo, ce qu'on souhaiterait aborder, c'est que bah, le diptyque, l'idée du diptyque a été d'abord Guillermo del Toro a quitté le projet parce que il y avait des retards dans la pré-production. Ensuite, Peter Jackson, amoureux comme il est de son sujet, a repris le projet en main et très vite s'est rendu compte qu'un diptyque, ça lui permettrait pas logistiquement de
de finir les films à temps et de pouvoir tout tourner comme il faut. Donc c'est comme ça que c'est devenu une trilogie. Ce n'est pas pour l'argent, c'est pas forcément une décision des studios, même si c'est sûr que ça rapporte Bah, plus ils étaient bien d'argent. contents, oui, ça c'est sûr. Oui. Mais là, c'est pas pour l'argent, c'est plus Non, parce pour qu'il avoir manquait le de temps, temps quoi. de faire un premier film, un deuxième film, et pendant que chaque film sort, pouvoir peaufiner un petit peu le film qui va sortir après. Voilà. Et tout ça, en fait, dans les bonus des Blu-ray, eh ben, on en apprend énormément. On en apprend vraiment énormément. On voit, et puis pour une fois, dans des bonus, et notamment Warner, hein, qui a tendance plutôt on va dire, enterrer ses réalisateurs. Hein. Enfin, je parle de certains, hein, mais je vise personne. Ouais. Hein, un certain Jacques Schneider. Mm. Mais voilà, qui a tendance vraiment à pas forcément défendre ses réalisateurs. Là, en tout cas, je pense aussi que c'est parce que c'est la boîte de production de Peter Jackson. Tout est filmé pendant les presque 2 ans de tournage. Tout est filmé et du coup, on voit les bons comme les mauvais moments. On voit aussi la solidarité qui se crée entre techniciens, acteurs, réalisateurs, enfin toutes les branches de métier qu'on Oui, non, mais c'est soupçonnerait même impressionnant. pas. Et en fait, ces making of, en fait, c'est passionnant. C'est passionnant parce que ça nous permet vraiment de découvrir, de mieux comprendre ce qu'est cette trilogie, ce qu'elle devait être, ce qu'elle est devenue, pourquoi elle est comme ça, scénaristiquement, visuellement. C'est toute une autre histoire qui se crée derrière et c'est tout aussi passionnant que les films. Voire Donc même plus. voilà, voire même plus. C'est que c'est et il y en a pour peut-être 20 heures de bonus, Ah oui, peut-être un peu moins. largement, oui, Ou largement. 20 heures de bonus et on les a tous fait. Non, enfin ouais, on les a tous fait. On les a tous fait. Ouais. Donc voilà, c'est sous ce prisme-là en fait qu'on va vraiment axer la vidéo. Voilà, plutôt que de reparler du film et de dire ouais c'est moins bien, ceci, cela, l'image en 48 FPS, Ouais, j'aimerais bien ceci, que le cela. génère déjà, là. Voilà, c'est pas comme le Seigneur des Anneaux, c'est sûr, mais par contre l'histoire derrière le film, c'est vraiment ça, l'histoire derrière le film et les créatifs derrière ce film, c'est vraiment ça en fait il m'a initié à Tu peux ça. créer ton attachement Et à ce que sont les films, même si, malgré leurs défauts. ouais, c'est là que je diffère un petit peu, c'est-à-dire que c'est pas parce que derrière on voit des gens qui ont cravaché que je vais plus aimer le film. Mais par contre, je vais me dire, pour faire ne serait-ce que ce décor-là, je sais ils en ont chié comme c'est pas permis. Ouais, Mais du par coup, exemple, tu le vois si je autrement. vois des ouvriers qui est des maçons qui font une maison à côté de chez moi, je vois, putain, il fait chaud, il fait 45 degrés, ils construisent la maison et tout, Mm. mais qu'à la fin, les finitions sont dégueulasses, que c'est mal fini et tout, bah, je vais pas dire, oh, c'est pas grave si la maison elle est pas terrible, ils en ont chié quand même, les pauvres. Ça fait un peu la même chose pour moi. Sauf que le Hobbit, c'est pas du tout honteux comme film. Voilà, c'est pas du tout honteux. Ah oui, oui, C'est oui, juste de film en film, même si dans le deuxième il y a des fulgurances. Oui, bah Voilà, oui, il y a des pour moi, c'est fulgurances, pire, hein, oui. voilà. Mais oui, je l'aime quasiment autant que le premier. Mais le premier, c'est un petit truc qui me touche au cœur personnellement. Voilà. Après, le troisième, c'est autre chose. Dans la version longue, on s'y retrouve un peu plus. Il y a un petit peu plus de côté que je retrouve comme dans le premier film. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment sous cet aspect-là qu'on va développer notre vidéo sur le premier film, le deuxième film, donc la désolation de Smaug, et le troisième film, la bataille des cinq armées. Bon, bah, du coup, je te propose qu'on passe à- au gros du sujet, on va dire. Donc, on va commencer par la pré-production, si tu veux bien. Ouais, la pré-production du film. Du coup, donc- bah, qui a débuté, il me semble, en fin 2010, il me semble, avec du coup Guillermo del Toro qui est engagé sur le projet. Oui, voilà, il avait été choisi par Peter Jackson et Voilà. toute son équipe créative. Donc, bon, Guillermo del Toro qui a fait Le Labyrinthe de Pan, Oh. son meilleur film, je pense. Voilà, enfin, qui est un moi. réalisateur aussi, Ouais. surtout qui a une patte. Ouais. Ouais, qui a une patte et. Qui aurait et- pu, qui aurait pu apporter sa touche à l'univers, sachant Ouais. que là, à la base, ça devait être un diptyque, Voilà. un petit peu détaché en fait du Seigneur des Anneaux, ça devait être le Hobbit, Ouais. mais qui avait pas de lien, de rapport, même si bon, ça se passe dans le même univers techniquement, ça devait pas avoir de lien avec
la trilogie qu'avait fait Peter Jackson 10 ans auparavant. Voilà, ça se devait passerait être quand même juste- dans le ouais. même univers, Ouais. mais ça aurait pu Ouais. créer la bonne rupture entre les deux, Ouais, entre c'est-à-dire les deux qu'au adaptations. niveau quoi. visuel, on se serait Ouais. pas retrouvé avec les orques pareils, les elfes pareils. Voilà, ça aurait ouais. été avec l'imagerie un petit peu De Guillermo. de Guillermo del Toro, malgré que ce soit produit par Peter Jackson et que les équipes d'effets spéciaux, à savoir Weta Digital Et et Weta tout ce qui est Workshop. dessinateur, les Weta Workshop, soient présents derrière pour supporter le tout. Mais la pré-production, elle a pris pas mal de Elle a temps. pris pas mal de temps, en sachant que la pré-production avait commencé sans que la MGM et la Warner, qui étaient rattachées quand même au projet, n'aient encore acquis les droits, où il y avait beaucoup de soucis avec les droits d'adaptation du Hobbit. Ils n'avaient pas encore les droits globalement pour commencer un tournage. La pré-production, ils pouvaient, puisqu'il n'y avait rien qui était lancé officiellement, mais la production ne pouvait pas avoir de feu vert pour jusque-là, quoi. Voilà. Donc, Et ils travaillaient, ils faisaient des dessins avec Alan Lee, les Josh tests, Ho, les tests costumes. les tests costumes avec Weta Workshop, les travails des prévises avec Weta Digital. Donc tout ça, ça avançait bien. Ils avaient le temps du coup, comme Oui, pour ils, Seigneur des étaient, Anneaux. Hein. ils fonctionnaient, enfin ils avançaient, ils travaillaient de C'est le façon même, classique, le quoi. même procédé que pour le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire qu'ils s'étaient pris. Bon, Seigneur des Anneaux, ils ont encore plus de temps, mais pour le Hobbit, il y avait voilà, bien 2 ans avant le tournage, quoi, en gros. Normalement. Sauf que bah ouais, voilà, ça a accusé beaucoup de retard tant qu'il n'y avait pas le feu vert pour le tournage. Et Guillermo del Toro, du coup, il a dit bah c'est bien, mais ça fait 2 ans qu'on bosse sur le truc et moi j'ai besoin de tourner des films. Voilà, oui. J'ai d'autres C'est un projets, créatif, hein, donc il faut et qu'il puis fasse non, mais quelque chose, J'imagine contractuellement, il avait dit 2 ans avant, moi je pars sur le Hobbit, et puis dans 2 ans, effectivement, mettons à Paramount, bah je vous fais Pacific Rim, y a pas de souci. Bah, sachant que c'était un projet qu'il avait envie de faire, il avait de la passion dedans. Donc du coup, il part. Et là, bah, Les c'est raisons de son panique à départ. bord. Bah, ouais, sont les un peu raisons de obscures, son on va départ, dire. voilà, on va dire que Peter Jackson, lui, a prouvé Voilà. que Guillermo del Toro, La c'est son Warner, projet. c'est autre chose. Mais la Warner, moi, en Ça a toute été révélé logique- récemment par TheOneRing.net que apparemment bon, la Warner, ce qu'ils voulaient, c'est on veut la même chose que Seigneur des Anneaux. Oui, en toute logique. Après, d'un autre côté, Voilà. moi, je peux comprendre en toute logique. Je pense qu'ils voulaient qu'on retrouve l'univers visuel du Seigneur des Anneaux tel qu'on l'a connu pour pas perdre les fans et pour apporter plus d'argent. Et Parce qui que dit univers visuel dit Peter Jackson. voilà, Peter Jackson qui voulait pas revenir, mais qui Ouais, parce que ça faisait trop pour lui, quoi. Ouais, parce que c'est comme Beaucoup, George quoi. Lucas qui a pas voulu. Après, il a dit qu'il referait plus de Star Wars ou quoi, parce que s'il partait sur après la Revanche des Sith, s'il repartait sur une trilogie, il a dit c'est 10 ans de ma vie et je suis âgé. Ouais. Peter Jackson est moins vieux, mais c'est quand même 10 ans de ta vie sur lesquels tu pars. C'est de la fatigue physique, c'est nerveux, c'est beaucoup de déplacements. T'es pas forcément. Bon, là en l'occurrence, ils sont tous un peu proches de leur famille, Oui. mais C'est voilà, l'avantage. c'est compliqué. Et bah du coup, qui d'autre que Peter Jackson? Alors il s'est entouré de ces mêmes équipes. Hein, il y avait du coup en producteur et scénariste, productrice et scénariste plutôt du coup, Fran Walsh, Philippa Boyens. Oui. Et sur le premier film, ils ont gardé quand même des idées au niveau scénaristique de Guillermo del Toro, qui n'est Ouais. pas producteur. Hein. Et bien sûr, c'est basé sur toujours la nouvelle de Tolkien. Voilà, hein, faut quand même pas oublier que Faut le savoir. c'est lui à la base. Faut le savoir, c'est tout. Voilà. Du coup, donc- bon, Peter Jackson, il est forcé de revenir, puisque trop d'argent a été dépensé, en fait. ouais, c'est que ça coûte de l'argent. C'est la pré-production. principale raison qui a motivé son retour. Ouais, Parce que pas, c'est- pas qu'il allait se faire de l'argent, mais que les studios avaient déjà dépensé beaucoup d'argent Voilà. pour la pré-production, et que si du coup ça se fait pas, c'est les C'était studios de oui. Peter Jackson aussi qui finalement, c'est Weta Digital, Weta Workshop, c'est toutes ces équipes à Peter Jackson. Donc il a créé des milliers d'emplois, je crois que c'est Wellington, voilà, en Nouvelle-Zélande. Donc si ça se fait pas, c'est beaucoup de gens qui vont être avec moins de travail, même si maintenant ils bossent sur énormément de films, Oui, ils bien ont sûr, une renommée internationale. Mais du coup, il fallait que ce soit rentabilisé tout ça. En gros, il fallait qu'il Et- sauve le projet, quoi. Il fallait sauver le projet, et le seul bémol, c'est que en termes de laps de temps avant le lancement de la production,
Dans Sprint Production, c'est le tournage. En gros. Voilà. Au début du tournage, bah, il est resté entre 3 et 4 mois. Voilà. Et quand il est arrivé, Peter Jackson, bah, il a dit je vais pas faire ce qu'a fait, je vais pas tourner ce qu'a tout préparé Del Toro, quoi. En gros, Del Toro, il avait fait beaucoup de dessins, mais qui correspondaient à Voilà, sa avec vision son des choses. style, Voilà. c'est-à-dire qu'un gobelin pouvait ressembler à un troll d'Harry Potter, par exemple. C'était Par vraiment son exemple, oui, style. voilà, ouais. Voilà, c'était vraiment quelque chose, comme on l'a dit avant, qui était différent Ouais. du Seigneur des Bah, Anneaux c'est un qu'on a auteur connu. en fait. Comme Voilà, Jackson, oui, c'est un auteur, il a sa c'est- vision des choses. C'est pour ça que Peter Jackson le voulait lui, pour Ouais. donner, pour un petit peu Donner une vraie identité. couper le cordon un petit peu avec le Seigneur des Anneaux et donner Mm. une identité propre à ce petit livre sympa pour enfants. Voilà. Ouais, exactement. Et là, il s'est retrouvé à du coup devoir faire table rase et Et repartir de redesigner zéro. un petit peu grâce à ses, À ses équipes. à ses équipes, ses dessinateurs attitrés qui font les dessins des œuvres de Tolkien depuis des décennies et qui sont experts comme c'est pas permis et qui sont très très doués. Du coup, il a fallu remettre tout ça à plat en quelques mois, les costumes, préparer tout, s'adapter aux mensurations des acteurs, parce que le casting, ça c'était bon. Le casting était bon, ouais, déjà. Oui, oui, il Ouais, manquait parce qu'on quelques avait vu acteurs, Guillermo mais del oui. Toro avec certains acteurs. Voilà, s'adapter à ça, trouver les doublures, les décors, créer les décors à différentes échelles évidemment, comme ça avait été le cas pour Et développer les Seigneur des Anneaux. technologies pour pouvoir allier les décors, les personnages de petite taille et les personnages de grande taille, c'est-à-dire les décors sur fond vert, la caméra qui dirige. Oui, voilà, là on n'était plus sur un effet d'optique pour mélanger sur un même plan des personnages de petite taille et de grande taille. Ouais, parce que C'était l'utilisation de la plus, 3D fait ouais. que c'était pas possible en fait. Voilà, oui. Du coup, on partait plus sur une scène jouée dans un décor trop grand avec des acteurs normaux qui jouaient les nains. Et à côté, sur fond vert, l'acteur qui joue Gandalf, Ian McKellen, qui jouait dans un décor, lui, petit. Enfin, petit, ça allait être reconstitué en numérique. Je rejouais la même scène de façon à ce que ça puisse bien s'intégrer dans la scène où les nains sont à table, discutent et tout. Ah, on est Voilà. encore sur un autre procédé, c'est-à-dire que les nains ils sont dans le décor à taille de Hobbit, donc, qui correspond à leur taille, et Gandalf il est sur le plateau juste à côté, sur un fond vert, et en fait ils ont développé un système de caméra, ce qu'ils appellent esclave, c'est-à-dire qu'il y a une caméra qui filme la scène avec les nains dans leur décor, qui lui est un vrai décor construit, Ouais. et il y a une autre caméra Ouais, qui est qui reliée filme de exactement, la même qui fait façon. exactement les mêmes mouvements que celle qui filme les nains, Ouais. qui se concentre sur Gandalf, qui lui est sur un décor fond vert, qui permettra en fait, grâce au mouvement identique de la caméra, de l'intégrer correctement. Ouais, en c'est fait, une caméra clone en fait sur. Voilà, c'est ça, clone. Et Clone le Star truc, Wars. c'est que ça nous permet aussi de voir la contrainte que ça impose, parce que Ian McKellen, c'est un très grand acteur, un très grand acteur de théâtre, Ouais, voilà. et ce qui fait qu'on s'en rend compte dans le film, et c'est aussi un sujet très intéressant, c'est que lui, du coup, il est un peu perdu, non pas qu'il soit démodé ou quoi, sur Seigneur des Anneaux, il a déjà découvert pas mal de techniques Oui. propres au cinéma et tout, mais là, le fait de pas avoir de, de répondant en fait quand il joue, de pas savoir où situer, on lui dit le bout de mousse vert là, écoute, c'est le coin de la table. Ouais. Là, faut que tu imagines, alors on lui mettait des petites boules avec des petites affiches un petit peu tout au long du carré vert qui servait de table, en lui disant là c'est tel nain, là c'est tel nain, là c'est Bilbo. Et du coup, lui jouer comme ça, eh ben, c'était une certaine contrainte. Et on le voyait, lui qui est très perfectionniste, on voyait que des fois. Donc c'est Ah oui, oui, ça bon. aussi, c'est On un, le voit carrément finir en c'est pleurs à un- un moment. ouais, c'est un bonus dans le bonus si on veut. C'est-à-dire qu'on Ouais. on pense pas à ces choses-là, mais Oui, parce que- vu que c'est que des bons acteurs qui sont dedans, c'est quand même vraiment de très très bons acteurs tout cela. Parce que même s'ils ont des rôles farfelus pour certains, les nains et choses comme ça, faut le jouer ce qu'ils font. Oui, oui, oui. Et, Et- puis surtout que quand tu vois le film, bon, bah, tu te doutes pas une seconde qu'il est sur un autre plateau. En fait, c'est tellement, c'est Oui. tellement bien intégré, joliment Voilà, fait parce que qu'ils pensent, poses pas la question, ils en fait. pensent tout en amont en fait, et du coup Ouais. c'est pas de l'improvisation. Il y a des moments où ils ont peut-être fait quelques petits impros, mais au niveau des effets spéciaux, c'est pas l'improvisation, c'est tout est bien pensé au préalable. Oui, oui. Et c'est là que tu vois une utilisation intelligente de la technologie et des effets spéciaux, c'est que c'est un effet spécial que tu ne vois pas, Voilà. en gros. Et c'est tout l'intérêt normalement l'objectif des effets spéciaux, c'est de pouvoir ne Ouais. pas s'en rendre compte. qu'il y en a. Oui, c'est ça, c'est que Parce que que certains c'est la n'aiment pas, et magie- Christopher c'est Nolan, que la ouais, magie il n'aime pas les opère. effets spéciaux aussi. Nolan aime les effets spéciaux, juste que ça se voit pas. Tu vois, Mais voilà. c'est cette approche-là que Dans tu as sur Seigneur des cette Anneaux, séquence, c'est par faut que la exemple. magie opère, c'est-à-dire qu'il y a Oui. ce grand challenge qui est Les toutes les différentes différentes tailles échelles. entre les races, les peuples, tout ça, il y a jamais les mêmes tailles, et tout Mm. ça, c'est une contrainte sur le tournage aussi. Voilà.
Et c'est ce qui fait créer des Une contrainte sur technologies le tournage, parce intéressantes. que oui, c'est que ça double. Et au lieu de construire un décor, il faut en créer plusieurs. Bah, c'est déjà, Euh, par exemple, pour chaque nain, il y a 2 doublures. Il y a une doublure petite et une doublure très petite, par exemple. oui, voilà, oui. Hein, pour Voilà. Gandalf, il y a une doublure qui fait 2 mètres et quelques. Sur ce genre de Ouais, choses, ouais. en fait, pour chaque acteur, il faut un tel nombre Voilà. de doublures et Bon, donc après, c'est créer pas autant ça de qui va costumes. coûter, on va dire, le plus cher, mais c'est toute une logistique et Ah non, c'est mais un c'est truc, pas le c'est prix, un c'est truc pas qui forcément demande le plus. à beaucoup de réflexion en amont. Ouais. Donc ça, dans la pré-production, on va dire que heureusement, ça dans la pré-production, il l'avait déjà fait. Bah oui, oui. Ce qui a vraiment été ric-rac au niveau de la production, Mm. c'était certains décors. Et du coup, bon, de ce qu'on a pu voir, c'est qu'ils ont pu commencer à temps le tournage. Mais par contre, c'est posé la Non. question. Il y a un autre double bi contre twist que j'ai pas noté. C'est que une semaine avant le tournage, bah, Peter Jackson il se retrouve à l'hôpital et il fait un ulcère. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est que. Pourquoi du il coup, fait un ulcère juste avant le tournage? Peut-être dû à la pression d'un certain studio. Ah On oui, citera non, pas mais ton nom. avec le stress, Oui, il y oui. a plein de choses, il y a la pression. Oui, il fait un ulcère, ça retarde d'un mois le tournage. Ce qui au Mais- final les arrangeait pas ça les arrangeait pas mal au final parce que du Oui, coup, ça parce leur a qu'il y laissé avait plus de certaines, temps pour, oui, ils ont pour pu élaborer des peaufiner décors. certaines autres choses. Voilà. Mais au-delà de ça, ils se sont aussi rendus compte que pour pouvoir faire tout ce qu'ils voulaient faire, Et en termes de tournage, de post-production, de tournage, création des musiques, logistique tout ça, et tout, ouais, voilà. ils Eh auraient pas assez de temps. 2 films, c'était pas suffisant. C'était pas. Il a fallu étaler sur 3 films. 3 films qui étaient plus courts globalement que Le Seigneur des Anneaux. On était aux alentours des 3 heures par film. Ouais. Mais il fallait étaler sur 3 films pour qu'entre chaque film, même si tout était tourné d'un coup, mis à part peut-être le 3, tout était tourné d'un coup, mais entre chaque sortie de film, ils pouvaient faire des reshoots à chaque fois. Et Comme ils avaient peaufiner fait sur les Le effets Seigneur des spéciaux, Anneaux. voilà. Mais, et du coup permettre de finir et de construire un décor entre temps. Chaque fois qu'un film était fini, on repartait sur la création des décors pour le film suivant, certaines autres choses, et pouvoir du coup tout du long, donc pendant plus de 3 ans, alors qu'il y avait eu 2 ans de pré-prod avant, donc pendant 5 ans, 5 ans en fait, ils ont bossé de façon acharnée sur ce film, sur ces films. Donc du coup, c'est vraiment la raison pour laquelle c'est devenu d'un diptyque, c'est passé à un triptyque. C'est Le manque de temps. Oui, c'est de l'argent d'une certaine façon, mais c'est plutôt parce que voilà, on les a pressés pour faire le film à cause de l'argent. Et donc du coup, bah, il a fallu étirer tout ça parce que ça aurait donné un truc vraiment trop chafouin s'ils avaient fait ça en 2 films, quoi. Donc du coup, ils ont étalé ça, ouais, bah, sur 3 films. Et ce qui peut donner scénaristiquement au twist du deuxième film, twist final du deuxième film et au troisième film, quelques petits problèmes. Et c'est ce qui a amené aussi dans l'histoire du Hobbit à intégrer des petites phases, des petites scénettes, des petites vignettes qui viennent en fait incorporer l'histoire du Hobbit dans la grande histoire du Seigneur des Anneaux, à savoir... Bah, ça apparemment le c'était retour. quand même prévu de base dans le script Ouais. qu'ils avaient écrit, même Mais avec Del Toro, on mais sent que ça pas. permet de gagner du temps sur les films parce qu'il faut qu'il y ait des scènes qui soient en plus pour Bah, le là où film ils ont le d'après. plus brodé au final, c'est sur l'histoire, c'est sur les scènes cultes du roman du Hobbit, puisque tout ce qui concerne le rattachement au Seigneur des Anneaux, c'est ce qui devait être intégré dans le deuxième film de Del Toro en fait. Le premier film de Del Toro, c'était censé se concentrer sur l'adaptation pure et dure globalement du Hobbit, et après avoir une suite qui elle ferait plus ou moins la jonction entre ce qui se passe dans le Hobbit et ce qui va amener aux événements du Seigneur des Anneaux. Donc ça aurait été traité totalement différemment de ce qu'on a vu dans les films, mais du coup ce qui fait que tous ces éléments-là, ils ont dû un peu les intégrer au forceps tout au long des 3 films du Hobbit, quoi. Et principalement dans Ouais, le 3, alors où là, c'est le plus après au maladroit, quoi. forceps, ouais, dans le 3 un peu plus maladroit. Après, Bah, on va dire que c'est des moments... Le 3 c'est lié au twist du 2 et Ouais. du début du Ça 3 reste des qui- moments sympas parce que du coup, t'es content de forcément, voir ça, oui, en fait. on voit une menace qui arrive, forcément, mais on sent plus cette menace-là que Smaug, qui est censé qui est être la censé- menace. ouais, c'est la menace principale du coup, Mm. du bouquin et tout, et qui, du coup, de fait de la construction de la trame scénaristique globale de la trilogie, devient juste un antagoniste impressionnant et très beau et tout ce qu'on veut, Oui. et qui donne une scène assez incroyable, mais son impact
est quasi nul. Bah, disons que si t'as vu que les 2 premiers films, bon, tu te dis ça va, mais en fait, dès que t'as vu le troisième, Ouais. son impact, il Ouais, s'arrête c'est ça, au moment où le c'est titre problème apparaît. parce Quoi. qu'il faut arriver sur la fin de l'histoire, Et relancer les il faut- enjeux. En fait, le dernier film, c'est un épilogue. C'est un épilogue De 2 heures, où mais oui. de 2 heures et quelques, où ils essayent de clore plein d'histoires, mais c'est fait un peu la va-vite, ça reprend des idées un peu partout. Scénaristiquement, bon, il y a les intrigues des personnages qui se referment un petit peu, mais c'est plus brouillon. C'est plus brouillon, et malgré tout, ce qui fait que je le préfère au premier, on va dire, c'est que le troisième film, au moins, lui, il est 100% épique. On te donne une conclusion. Après, ça a beaucoup de défauts, mais je trouve que au moins il a choisi son camp, quoi. Épique, moins, quoi. C'est épique, mais low cost, je trouve. Non, je suis pas d'accord. Encore une fois, il y a des combats qui sont super. Bon, on en parlera quand on fera la vidéo sur le troisième, mais il y aura beaucoup de choses à dire. Mais non, le 3 a trouvé le ton et le bon, en fait, pour moi. C'est ce qu'il voulait faire, j'ai l'impression, depuis le début, parce que dans le 2, ça prend déjà cette direction. C'est moins bâtard que le premier, je trouve, au niveau du cul entre deux chaises. Bah, le 3, le 1, comment dire, dans le premier, on retrouve pas forcément de l'épique, parce qu'on n'a pas de scène, mais on a de la grandeur, on a quelque chose de majestueux dans certaines scènes, la bataille entre les géants de pierre, certaines scènes contre les orques, certaines courses-poursuites, tout un tas de choses. On a du grandiose quand ils arrivent à C'est Hong plus Kong. dans le 2 que je vois ça. Il y a un côté grandiose, épique, mais pas épique dans l'action, mais dans les enjeux, mais plutôt épique dans le sens où voilà l'univers que vous avez sous les yeux, on vous présente ça c'est grandiose. Dans le 2, vous allez aussi avoir ça, mais on y reviendra aussi plus tard, avec Dans le Smaug 2, et c'est tout. beaucoup plus maîtrisé. Mais au-delà de la scène avec Smaug, tout le reste fait un petit peu trop concentré sur les personnages et tout, mais on a plus l'impression de petites querelles, mais ça encore une fois on y reviendra, de petites querelles entre les elfes, les hommes, et les hommes encore ils ont une place vraiment l'inverse de prépondérante quoi, et les nains. Mais après, non, pour revenir après sur le 1, donc au niveau. On a pu voir dans les bonus que au niveau de la production, ça a été quelque chose. Ça a été quelque chose au niveau des costumes, les conditions de tournage, parce qu'il y a eu beaucoup de scènes qui ont été tournées sur des décors, intégrés à des fonds verts et tout, mais c'est que les acteurs, en fait, on se rend compte qu'ils ont vraiment pris des acteurs, pas simplement, ils n'ont pas pris pour leur taille ou quoi déjà, ils ont pris en fait sans être vulgaire, des gueules. Oui. Ils ont pris des gueules pour incarner en fait une personnalité, au-delà des habits, parce que dans le livre, en fait, chaque nain était distingué par une couleur, Par son bonnet. ou son bonnet, ouais, d'une certaine couleur, du coup, pour le distinguer. Là, en fait, chacun, par sa coupe de cheveux, par son physique, par ses blagues, son humour, se distingue. Alors, je me souviens pas de tous les noms, il y en a certains, je m'en fous un peu plus que d'autres, mais une fois qu'on a découvert les bonus, c'est que déjà on découvre des personnes qui sont des acteurs qui sont géniaux, Oui. qui sont humainement, on sent que c'est pas qu'une fraternité dans le film, c'est aussi devenu avec plus de 18 mois passés ensemble à tourner, forcément il y a des liens qui se créent. Oui. Mais il y a comment dire, il y a l'aspect, du coup la façon de travailler de Peter Jackson en fait fait que à l'écran on ressent toute le côté chaleureux, le côté fantaisiste. Il y a une ambiance de tournage tout en ayant une rigueur qui sert le film en fait. C'est vraiment là-dessus que les bonus sont un plus non négligeable. Pour ce qui est du premier film. Oui, bon, pour les autres aussi, mais oui. Oui, voilà, là, mais pour moi, comme on est sur le premier film, après, c'est pour ça que je dis pour ce qui est du premier film. Bon. On
on a abordé les personnages globalement, sur le fait que sur le tournage, tu ressens l'ambiance, tout ça. On va peut-être aborder un des points qui te chiffonne peut-être un peu plus. C'est que malgré tous les décors qui ont pu être construits, tout ça, il y a quand même beaucoup, hein, entre toute la comté qui a été recréée cette fois-ci pour de vrai. C'est-à-dire que de Oui, manière à c'est ce qu'elle magnifique, puisse oui. durer dans le temps et qu'elle puisse être visitée une fois Oui. le tournage terminé et tout ça. Malgré le fait qu'une grande partie du décor de Foncombe du Seigneur des Anneaux a pu être reconstruite puisqu'ils l'avaient Oui, gardé, ils en avaient gardé un ils peu. ont juste pu augmenter un petit peu. Malgré tous ces décors construits en dur, l'utilisation de nouvelles technologies et l'avancée aussi des technologies d'effets spéciaux a fait que ils se sont orientés beaucoup plus là-dessus que sur la trilogie du Seigneur des Anneaux, et aussi principalement pour gagner du temps. Encore une Ils sont fois. orientés sur le numérique. Oui, Ah oui, je l'ai dit. Non, tu vas sauter le mot. Ah, Mais oui, mais après, le numérique pose pas de problème parce que c'est très bien fait. Ce qui pose problème, c'est une sorte de filtre et des lumières qui me paraissent pas naturelles, qu'on retrouve que sur la version 4K, on ne retrouve plus. Mais que par contre, au cinéma et en Blu-ray, donc parce que, on va dire que la version 4K, c'est sorti combien de temps après? 7, 8 ans après? C'est sorti en 2013, le Hobbit? 2012. 2012. Ah, donc c'est sorti 9 ans après. sorti 9 ans après en 4K. Donc le Seigneur des Anneaux, on n'a pas encore vu, mais bon, le Seigneur des Anneaux, il n'y avait pas ce souci-là. Mais c'est-à-dire que du coup, que ce soit au cinéma ou en Blu-ray, moi, ça m'a choqué. Dans le 1, peut-être un poil moins, mais il y a quelque chose sur les flammes, sur les lumières, sur les reflets, sur les halos, qui me sort un petit peu. C'est quelque chose de pas naturel. Alors que quand on voit comme la façon dont ils tournent, ne serait-ce que les décors, les personnages, les habits, il y a déjà une richesse des textures. Et ils se donnent tellement de mal à créer des décors. Et on voit numériquement, des fois on voit juste les layouts des décors numériques qu'ils font. Là, tu te dis, mais c'est déjà magnifique. Et ça, tout ça intégré, ça passe très bien. Et pourquoi il y a cette espèce de filtre qui est là et ce tournage en 48 images secondes, sachant que aucun cinéma, peut-être 3 dans le monde, j'en sais rien, propose ce type de visionnage. La 3D, j'ai pas de souci avec, c'est un peu la mode, ça coûtait rien de le faire. Ouais, sachant que tu peux regarder en 2D, il n'y a pas de souci. Oui. Mais ça, j'avoue que c'est un truc qui c'est un peu rédhibitoire pour moi. Maintenant qu'il y a la version 4K, c'est plus pareil. C'est même le jour et la nuit. Ah oui, carrément. Mais voilà, là c'est un des derniers points sur lequel je peux critiquer entre guillemets. Pas que un voyage inattendu, hein, les deux autres aussi, surtout les deux autres. Surtout les deux autres, ouais. Mais c'est que ça a pris. Et j'étais pas seul, hein, visiblement. Il y a plein de gens à qui ça a fait cet effet-là. Et j'arrive pas à me l'expliquer. On dirait en fait qu'il y a eu un filtre qui a été mis sur l'image. Pour quelle raison? Parce que du coup, ça s'éloigne vachement des Seigneur des Anneaux. Alors que sur les restaurations 4K, ils ont tout le. Comment dire? Ils ont tout. Ils ont refait l'étalonnage. Ouais, ils ont tout réétalonné de façon à donner une cohérence à l'ensemble de l'image sans qu'il y ait trop de DNR et on retrouve plus ce filtre sur l'image et on voit plus de détails, on voit les vraies couleurs, c'est magnifique et c'est comme ça que ça devrait être vu et ça devrait être reprojeté au cinéma comme ça pour que les gens puissent en profiter de nouveau en fait. Ce serait génial. Peut-être qu'ils le refont, hein, je sais pas, peut-être qu'il y aura des marathons. Mais voilà, pour moi, sur cet aspect-là, toi, est-ce que ça t'a dérangé outre mesure? Est-ce que ça m'a dérangé? Bah non, parce que j'ai quand même apprécié les films quand je les ai eus en Blu-ray, donc c'est que ça m'a pas tant dérangé que ça. Ce qui me dérange, c'était le manque de cohérence visuelle avec le Seigneur des Anneaux. Effectivement. Mais au-delà du manque de cohérence visuelle, cette espèce de filtre. Parce que si tu enlèves ce filtre, il y aurait peut-être déjà eu plus de cohérence. Tu te poses pas la question de pourquoi cette espèce de filtre. Bah moi je pense que c'était des limitations techniques dues à l'utilisation des caméras numériques. Après, ou un choix artistique. Après un choix artistique discutable peut-être. Ouais, mais tant qu'on n'avait pas les versions 4K, pour moi c'était parce qu'il avait voulu ça comme ça.
pour peut-être masquer certains défauts justement de la précision de la caméra. Parce que je me dis, ouais, mais Mais, pourquoi il aurait ça, pas me, fait, ça me sortait pas du film comme ça peut te sortir toi. Parce que à ce moment-là, je regarde la prélogie de Star Wars et je me dis, oh, c'est dégueulasse. Ouais, mais ça fait pas le même effet. Star Wars, c'est juste Star Wars, des c'est effets quand même pas spéciaux qui ont vieilli, mais par contre, c'est pas, t'as pas cette espèce de halo. Mettons, s'il avait voulu, il a tourné en numérique, s'il avait voulu retrouver un truc un petit peu proche sur les anneaux, il aurait fait comme Denis Villeneuve sur Dune, parce qu'on a appris ça il y a pas longtemps. Il tourne en numérique, et après, il scanne le négatif en analogique, pour retrouver cette espèce de grain. Et là, à mon avis, on aurait eu autre chose. Mais le truc, c'est que je me dis peut-être que c'est pour donner cette espèce de filtre un aspect un petit peu plus féerique, conte, je sais pas, peut-être. Ou les limitations techniques du Blu-ray, peut-être que le Blu-ray ne permettait pas d'avoir une information. Il y a au cinéma. Au cinéma, ça m'avait pas choqué, moi, encore une Moi, au fois. cinéma, ça m'a Ce qui m'avait choqué au cinéma, c'était pour la bataille des 5 armées, c'est que tu avais vraiment l'impression que les effets spéciaux n'étaient pas finis. Alors que quand je l'ai revu en Blu-ray, bon, il y avait le filtre que t'aimes pas, ok, mais les effets spéciaux étaient bien plus aboutis. Peut-être parce que c'est plus un plus sur la version je sais pas. Ouais, enfin, on voit quand même, ça fait putain. Ça fait bouillie numérique. Ça fait bataille de Warhammer, je trouve. Mais. Non, j'arrive pas à l'expliquer. Après, au-delà de ça. Mais les effets spéciaux ne me sortent pas du film comme toi, ils peuvent te sortir. Non, c'est pas les effets spéciaux qui sortent du film, c'est ce filtre. Parce que les effets spéciaux, je peux pas cracher dessus. T'y crois à chaque seconde. À chaque seconde, je crois ce que je vois, je suis plongé dans l'univers. Mais ce qui me gêne, voilà, c'est cette espèce de film, je me dis, mais pourquoi tu dénatures une image qui est si belle de base? C'est ça qui est embêtant en fait. Mais bon, après, il n'y a pas mort d'homme. Mais maintenant qu'il y a la version 4K, effectivement, il n'y a plus mort d'homme. Ouais. Et je conseille à tout le monde de regarder que cette version 4K. Oui, après, il faut avoir le matos, quoi, c'est le problème. Je sais pas s'ils ont ressorti du coup une réédition Blu-ray. Non. Ah non, c'est uniquement ils n'ont pas fait les Blu-ray avec le Blu-ray remaster. Il n'y a pas les bonus, il n'y a rien. C'est juste les films en 4K. Prenez les films en 4K. Achetez-vous aussi le lecteur à 200 balles, achetez-vous la télé. Si vous avez une PS4 ou une PS5, voilà. Non, PS4, non. Bah si, ça lit les Blu-ray 4K. Non, Xbox One X. Et la PS4, elle lit pas les Blu-ray. Si. Non. Si. Non. Ah, bon. Mais bon. Ouais. Mais non, la meilleure façon d'en profiter, en fait, c'est de les voir en 4K. Là, vraiment, vous allez. Si vous avez un cousin américain, vous pouvez peut-être l'avoir sur un service de streaming américain. Oui, aussi, voilà. Mais c'est. Mais quoi qu'il en soit, même re-regarder maintenant les versions Blu-ray classiques, ça me sort à aucun moment du film, quoi. J'accepte ce parti pris artistique, dirons-nous. Ça me dérange pas, en fait, puisque l'histoire, la musique, la performance d'acteur, bah si, c'est forcément quelque chose de voulu à la base. Mais après, tout, sinon, tout le reste est plus fort que ce petit détail. Quoi. Mais tout le reste, c'est la perfection. Ils ont tous les meilleurs artisans, artistes, musiciens. Oui. Ils ont tout ce qui se fait de mieux. Et c'est pas Hollywood qui plus est. Ils ont tout ce qui se fait de mieux. Ouais, mais c'est pas juste un un amas de pognon qu'on te monte devant le visage. C'est-à-dire que oui, il faut de l'argent pour faire ça. Mais c'est fait avec il faut le talent, la créativité, la passion. Oui. Et tout ça, ça y est, chaque personne est impliquée. C'est ça que le documentaire, enfin le making-of globalement montre. Et le making-of, s'il est aussi long, je pense, c'est parce que Peter Jackson, dans son état d'esprit et sa façon d'être, il veut rendre hommage un petit peu, et puis il veut montrer partager comment voilà, le Seigneur des Anneaux, c'est pas que Peter Jackson a fait ça, les acteurs ils sont comme ça. Non, il y a tout ça, toutes ces équipes, et en final il y a quasiment toute l'équipe qui est présentée et qui explique un petit peu son rôle, comment il communiquait avec un tel, comment ils ont procédé, comment ils ont pu créer cet univers-là. Et ça rend hommage vraiment à ce qu'on va appeler toutes les petites mains qui ont bossé dessus, la personne qui va apporter le café, tout. Oui, mais de toute façon, le cinéma de Peter Jackson, tu sens que c'est basé sur la notion de partage, la notion de famille. Ouais, comme guillemets. Mais c'est ça, après peut-être le cinéma néo-zélandais, on connaît pas assez, mais tu sens que t'es pas à Hollywood quand ils tournent le film, quoi. Ils sont dans un film hollywoodien quelque part, c'est un blockbuster de très haut niveau, mais on te présente pas les choses pareilles. Un exemple tout con, quand une scène est finie, les acteurs qui ont fini leur scène, ils restent sur le plateau, ils vont blaguer, ils vont observer, ils vont regarder comment la scène d'à côté se tourne, ils vont rigoler parce qu'ils veulent. Ils sont pas juste là pour tourner leur scène et prendre le pognon à la fin. Ils sont dans le projet. Bon, dans tous les cas, ils sont bloqués en Nouvelle-Zélande pendant X temps. Oui, voilà, déjà. Mais ils sont là pour. Ils profitent, ils s'intéressent, ils sont dans le truc. Parce que quand tu travailles avec Peter Jackson,
c'est comme travailler avec un enfant passionné et tu veux, enfin, t'es plongé dedans. En fait, il t'entraîne dans sa bulle. Et c'est ça qu'on retrouve dans ce documentaire qui est tout aussi, voire plus intéressant presque que les films parce que Oui, d'autant plus que c'est monté c'est- comme un film en ouais, fait. Hein, c'est une aventure en soi. En fait, on suit une aventure incroyable. Ouais, une aventure Incroyable humaine. et aussi épique que ce qui peut se passer dans la trilogie du Hobbit. Oui, Voilà. Et là, pour moi, en plus, on en est que au premier film. Mais il y a encore beaucoup de choses qui se passent sur les deuxième et troisième films. Puisque c'est là que, au final, va se poser la question de comment on va comment on articuler la va, trilogie oui, quoi. voilà, articuler ce qui reste comme arc narratif et pour pouvoir donner une fin cohérente, longue et raconter quelque chose d'assez éparse sur le troisième film. Mm. Et faire le lien, du coup, grâce à l'espèce de petit fil rouge en fond, avec le Seigneur des Anneaux qui se passera 60 ans plus tard. Oui, voilà. Donc, on est bon pour l'Hobbit partir. Voilà, donc on espère que cette première partie donc sur le Hobbit, donc un voyage inattendu, abordé sous le couvert de la production et aussi notamment donc des bonus du making of, ça vous aura intéressé parce que le but c'était pas forcément de parler que du Hobbit en tant que film, ça vous connaissez, mais c'était surtout d'aborder voilà, l'aspect production et tout ce qui peut se passer derrière, tout ce qui a amené à faire ce film, à comment il a été fait, pourquoi le film, la trilogie est devenue ce qu'elle est devenue, et puis aussi surtout voilà, vous inciter à, même si c'est sur YouTube, c'est pas grave, mais à regarder en fait tous les making-of, il y en a pour 10 heures, tous les making-of qui est en sous-titré en plus, tous les making-of de cette trilogie. Alors, il y en a 10 heures, je crois, par film, je crois. Ah oui, oui, il y a environ 30 heures. Ouais. Donc 30 heures de bonus, et vous allez voir que c'est passionnant. C'est passionnant de voir tant de créativité réunie au même endroit. Et Hollywood, c'est pas la maison mère ou le centre du cinéma. On peut faire énormément de choses. De toute façon, Hollywood fait appel à Weta Digital, alors ne serait-ce que pour la créativité des artistes, en termes d'imagerie, de visuel, de tout ce qu'ils peuvent créer. Donc, ouais, ça, tous ces bonus, c'est grâce à Jordan que j'ai été initié à ça. Et c'est vrai qu'une fois qu'on commence à regarder, on a beau le lendemain se lever à 4 heures du matin, on est là, non, allez, on va faire le chapitre d'après, on va quand même regarder, parce qu'on a envie de savoir un petit peu plus comment ça va se passer. C'est passionnant, et du coup, ça, de son point de vue, toi tu disais que ça te permettait de juger le film différemment parce que tu sais qu'il est né dans la douleur. Moi je dis que c'est pas une excuse, mais cela dit, les films, comme j'ai dit, je les aime, avec différents degrés d'amour pour chacun des films, et je préfère le Moi, premier. disons que ça me permet de comprendre leurs défauts et de les accepter en fait. Mais je trouve que ça sert un petit peu Alors il y a sûrement plein d'autres films pour lesquels c'est le cas. Mais là, du coup, c'est tellement bien documenté que ça permet de comprendre dans son ensemble. On comprend l'univers du Seigneur des Anneaux, l'univers de Peter Jackson, l'univers de Weta Digital, l'univers du cinéma dans son ensemble et de la production de blockbusters. Donc c'est très 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 riche en termes d'informations. Ouais. Donc vous peut que vous conseiller de vous renseigner là-dessus, de le voir. Et puis on reviendra ensuite sur les deux derniers épisodes et sur comment aussi la production a impacté Le résultat final. le résultat final, l'histoire, voilà. Je pense que pour cette vidéo là ce sera tout. Ouais, Et puis je on pense n'a qu'on est plus bon. qu'à se dire au revoir et puis du coup à très bientôt pour la suite de cette rétrospective Notre top Peter Jackson. production du Hobbit, de la trilogie du Hobbit. Voilà, à bientôt. Salut à Bonne tous. toile. C'est qui dit bonne toile?